Bonjour les élèves, bienvenue dans la salle de sciences. Peut-être que vous la reconnaissez un petit peu, on a changé la déco. En cette période de confinement, on va essayer de faire désormais les cours de sciences de cette manière. Vous avec moi avec vous, à travers le web. Mais surtout, vous me verrez moi. Pitié, sortez-moi de là, je suis confiné à l'école, sortez-moi de là. Bien, sans plus attendre, on va commencer avec un chapitre sur les différents états de la matière. Je vais vous montrer une expérience, on va voir si vous arrivez à expliquer ceci. Venez avec moi. Dans cette expérience, j'ai mis de l'eau à l'intérieur de la bouteille et là vous voyez j'ai mon système avec un bouchon de liège qui va venir boucher la bouteille et j'ai inséré à l'intérieur une valve qui va me permettre de rajouter de l'air dans la bouteille. C'est parti. Mais surtout, cette expérience, le truc génial, c'est que vous pouvez la faire à la maison. Pour ça, il vous suffit d'avoir une bouteille en plastique, vérifier qu'il y a un fond d'eau à l'intérieur. Vous prenez vos deux mains, elle peut être grande ou petite la bouteille, et vous serrez, 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 serrez. Et après, vous enlevez le bouchon. Non, je vais pas le faire, faites-le d'abord vous. Waouh! Effectivement, on a créé ensemble un nuage. Effectivement, j'ai injecté plein d'air grâce à ma pompe à l'intérieur de la bouteille. Vous avez vu qu'il y avait un fond d'eau dans la bouteille et je l'avais bouché. Et au moment où j'enlève le bouchon, le nuage blanc est apparu à ce moment-là. Il reste pas très longtemps, vous avez vu, il est fugace. Au bout d'un moment, il redisparaît à nouveau, il redevient invisible. Et voici la problématique qui se pose à nous. Comment fabriquer un nuage? C'est parti, j'écoute vos hypothèses. Moi, monsieur, j'ai vu que vous avez mis de l'air dans la bouteille. Et du coup, quand on met de l'air dans la bouteille, eh ben, ça fait une aération, une pression, une surpression. Et moi, je pense que c'est la pression qui crée les nuages. Parce que quand vous avez enlevé le bouchon, eh ben, le nuage, il avait la pression. Du coup, il est parti. Non, je sais pas en fait. Moi, monsieur, je pense que c'était pas de l'eau à l'intérieur. Je pense que nous avez mis un produit bien toxique, bien corrosif, bien nocif comme il faut, et qu'en fait, c'était pas de l'eau, c'était de l'hydroxyde de potassium insoluble. Du coup, la fumée, c'est normal. Vous nous avez bluffé. Moi, je pense qu'on vient de fabriquer un volcan. Parce que le volcan, quand il entre en éruption, eh ben, ça fait de la fumée la même que vous venez de faire, monsieur. Sauf que dans un volcan, je l'ai vu à la télé, la fumée, c'est du soufre. C'est toxique. Du coup, je pense que vous allez mourir. Merci pour toutes ces hypothèses très intéressantes, les élèves. On va voir lesquelles sont bonnes, lesquelles sont un peu plus foireuses, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes dans ce que vous avez dit, ça c'est sûr. Déjà, il y a une élève qui a prononcé le mot soufre. Le soufre est une matière qui existe, effectivement. Vous la trouvez dans le tableau périodique des éléments. Ce tableau synthétise tous les éléments de matière qui existent à la surface de la Terre. En tout cas, là, on trouve du soufre. Il est ici. Le soufre est donc un type de matière. Vous en avez d'autres. Vous avez par exemple l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, ou encore l'argent ou l'or. Toutes ces matières vont pouvoir se trouver dans trois états différents. L'état gazeux, l'état solide et l'état liquide. Et toutes les matières qu'on va trouver dans le monde terrestre peuvent se retrouver dans l'un de ces trois états. Prenez l'exemple de l'or. L'or, on le trouve souvent à l'état solide, mais il peut se trouver à l'état liquide et il peut aussi se trouver à l'état gazeux. On va avoir besoin de maîtriser les propriétés de chacun de ces trois états pour pouvoir comprendre et expliquer l'expérience du nuage dans la bouteille. Venez avec moi, on va faire des expériences. Pour commencer, on va faire une expérience pour prouver que dans l'air, il y a de la matière. D'habitude, lorsqu'on pense matière, on pense à des trucs concrets, des trucs solides, des trucs qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et s'il y a bien une chose qu'on se dit, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le toucher, c'est pas de la matière, ce sont bien les gaz qui composent l'air. Avec cette expérience, on va vous prouver que dans l'air, il y a plein de gaz, de matière, plein de particules. Dans ce bac d'eau, on va déposer une balle de ping-pong. Très bien, on va la poser sur la surface de l'eau. À présent, je vais mettre cette bouteille en plastique par-dessus et je vais enfoncer ma bouteille dans l'eau. À vous de deviner ce qu'il va se passer. Je vous le montre pas tout de suite, on va faire d'autres expériences d'abord. En attendant de finir de prouver que les gaz de l'air sont bien de la matière, on va s'intéresser aux autres états de la matière, c'est-à-dire les solides et les liquides. Vous voyez que là, dans mon premier verre,
ce que j'agite, nous avons du liquide que j'ai coloré en bleu pour que ça se voit mieux. Dans l'autre verre, nous avons de la glace. Tous les deux, j'ai incliné le verre avec un certain angle pour vous montrer que la surface des deux est parallèle à la table. On aurait pu dire aussi perpendiculaire à la gravité. La gravité, c'est toujours vers le centre de la Terre. Voyons ce qui se passe maintenant si je remets ces deux verres dans le bon axe. Vous vous y attendiez, l'eau a sa surface qui est complètement libre, et sa surface libre va toujours se réorienter perpendiculaire à la gravité, ou bien parallèle à la table. C'est la même chose. Sa surface s'adapte en permanence à l'orientation du verre. Alors que le solide, lui, ne va pas avoir sa surface qui va s'adapter. Sa forme est propre, c'est-à-dire que sa forme ne bouge pas, et donc sa surface est propre aussi. Sa surface ne se modifiera jamais. À part si je donne un gros coup de marteau à l'intérieur, ça ne s'adapte pas en permanence. Si cette glace, je la prenais et que je la mettais dans un verre arrondi, ou un verre triangulaire, sa forme resterait la même. Alors que cette eau, il suffit que je la mette dans un verre arrondi, elle prendrait une forme ronde. Si je la mets dans un verre triangulaire, vous avez compris. En ce qui concerne les gaz maintenant, je ne peux pas vous le montrer dans un bécher parce que les gaz partiraient, on va la regarder dans un ballon. Vous voyez que tous les gaz qui sont à l'intérieur de ce ballon vont occuper tout l'espace disponible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surface en ce qui concerne les gaz. Alors que là, on voit que l'eau a une surface parce qu'elle n'occupe pas tout le récipient. Ici, le solide possède une surface parce qu'il n'occupe pas tout le récipient. Ici, le gaz occupe tout le récipient. Il n'a donc pas de surface. En ce qui concerne sa forme, a-t-il une forme propre ? Je peux modifier sa forme comme j'ai envie. Il n'a donc pas de forme propre, tout comme le liquide. Les liquides et les gaz, ce sont ce qu'on appelle des fluides. Ils n'ont pas de forme propre. Et donc leur forme va s'adapter en permanence. Ah oui, voilà, maintenant on va enfin avoir la solution. Certains d'entre vous pensent peut-être que la balle va s'enfoncer, d'autres pensent que la balle va rester au même niveau. Regardons ce qui se passe. Vous voyez que la balle de ping-pong reste enfoncée sous la surface de l'eau. Pourtant, à l'intérieur de la bouteille, la balle reste sèche. Il n'y a que de l'air. Cet air, c'est donc bien de la matière qui va appuyer sur l'eau et qui donc va aussi appuyer sur la balle, l'empêchant d'aller à la surface de l'eau. Maintenant, je vais ouvrir le bouchon et on va voir tous ces gaz, cette matière qui comprimait l'eau, on va voir ces gaz s'échapper. Et nous voyons maintenant que la balle du ping-pong et la surface de l'eau est remontée. Tous les gaz ne la compressaient plus. Tous ces gaz de matière se sont échappés. Du coup, en bilan, toutes les matières possèdent deux propriétés. Leur forme. Il n'y a que les solides qui possèdent une forme propre. Et du coup, les liquides, eux, étant donné qu'ils n'ont pas de forme propre, ils vont avoir ce qu'on appelle une surface libre. C'est-à-dire la surface de contact entre l'air et le liquide en lui-même. Et cette surface, elle est libre. Mais alors, si les solides possèdent une forme propre et que les liquides vont avoir une forme qui va changer en permanence, qu'est-ce qui va se passer lorsque de l'eau liquide va geler ? C'est l'expérience qu'on a essayé de faire. Dans cette seringue, j'ai rempli de l'eau jusqu'à 4 ml, c'est ce que vous voyez sur les graduations. Maintenant, cette eau, on va la placer pendant une nuit entière au congélateur. C'est parti. Nous voyons que notre seringue, au niveau des chiffres, vous voyez que le piston de la seringue a légèrement reculé. Toute l'eau liquide qui était à l'intérieur est devenue de la glace. La glace, en prenant sa forme propre, a légèrement augmenté son volume. Entre nous, c'est une caractéristique qu'on va trouver essentiellement pour la matière de l'eau. Si vous prenez une autre matière, le volume va varier aussi, mais pas forcément de la même manière. Et là, on voit que le volume a augmenté. Et là maintenant, ça a sa forme propre. Je vais essayer d'appuyer. Non, vraiment, ça a une forme propre. Impossible à comprimer. Parlons-en. La compressibilité. Avec la forme, c'est la deuxième propriété de la matière. On vient de voir tout à l'heure avec la seringue qu'un solide, c'est difficilement comprimable. Voyons ce qui se passe avec un liquide. J'ai rempli cette bouteille avec de l'eau colorée aussi et je vais essayer de la comprimer.
Non, vraiment, impossible. Prenez maintenant la même bouteille, je l'ai complètement vidée, il n'y a plus que du gaz à l'intérieur. Tous les gaz qui constituent l'air. Je la referme, voyons voir si elle est compressible. On voit que le gaz est parfaitement compressible. Ici, je bouche l'extrémité avec mon doigt, le gaz ne peut pas s'enlever. On modifie donc son volume sous l'effet de la pression de mon pouce. Si je retire mon pouce, on voit que le gaz a réaugmenté son volume. Le piston est reparti légèrement en arrière. Il retrouve donc son volume original. Un gaz est parfaitement compressible. Tous les gaz sont compressibles. C'est ce qui se passe par exemple lorsqu'on met une énorme quantité de gaz carbonique dans un extincteur. C'est la même chose aussi, messieurs, dames, avec votre déodorant. Le gaz est sous pression parce qu'il est compressible. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant de stocker de la matière sous forme gazeuse. Ainsi, on peut le mettre dans des volumes plus restreints, ça prend beaucoup moins de place. Bon, du coup, j'ai bien compris que votre crâne à vous d'élève, il est bien incompressible. Impossible de rajouter du savoir à l'intérieur, tout est bloqué. C'est solide. L'éponge, on est d'accord, c'est de la matière solide. Comment ça se fait que je peux la comprimer, cette éponge ? C'est très simple. Lorsque vous comprimez une éponge, en fait, vous ne comprimez pas la matière de l'éponge. Vous chassez simplement les particules de gaz, d'air qui sont cachées dans l'éponge. Et donc là, la matière solide de l'éponge ne se comprime pas. Donc on a compris ce que c'était que la forme d'un état de la matière ainsi que la compressibilité d'un état de la matière. Par contre, il ne faut pas oublier que cette notion de matière, elle était déjà connue dès l'Antiquité. Vous prenez les philosophes grecs tels Platon, Socrate, ils avaient déjà nommé cette matière des particules. Maintenant, nous scientifiques, ces particules, on sait qu'elles peuvent s'assembler entre elles de manière ordonnée, ce sont des solides. Elles peuvent se déplacer tout en continuant à avoir des interactions liées, ce sont des liquides, ou alors elles se baladent dans une salle, ça s'appelle du gaz. Et en tout cas, ces particules, désormais, on appelle ça des atomes. Et tous ces atomes, vous les avez sur le tableau périodique des éléments. Et la matière à l'état pur, c'est lorsqu'elle ne possède que ce type d'atomes. De l'or à l'état pur, il n'y a que de l'or. De l'or qui sera impur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des atomes d'or, cet or-là aura beaucoup moins de valeur. Maintenant, dans la suite du cours, on va voir comment faire des changements d'état, c'est-à-dire comment passer de gaz à liquide, comment passer de liquide à solide, et comment passer de solide à gaz sans passer par la case départ. Pour ça, on va faire différentes expériences. Venez avec moi. Pour montrer en évidence une vaporisation, pour montrer que la matière liquide va devenir de la matière gazeuse, on va faire cette petite expérience. Vous voyez, dans ce gros tube à essai, j'ai mis de l'eau colorée en bleu. Et j'ai mis par-dessus un ballon de baudruche qui pour l'instant est complètement vide. Bon alors, je vais faire chauffer cette eau pour la faire rentrer en vaporisation. C'est parti. On a donc vu que l'eau, lorsqu'on lui apporte de la chaleur, c'est-à-dire de l'énergie thermique, elle va entrer en vaporisation et l'eau liquide va devenir du gaz, c'est-à-dire de la vapeur d'eau. On va maintenant s'intéresser à un concept intéressant que vous pouvez voir tous les jours en cuisine dès que vous avez une casserole avec de l'eau à l'intérieur. Cette casserole, depuis 5 minutes, est en train de chauffer, donc toute l'eau qui est à l'intérieur est en train de se vaporiser. Il y a plein de vapeur d'eau dans la casserole. Pourtant, si on ôte le couvercle, voilà ce qu'on observe. On observe le dégagement d'une fumée blanche. Or, on sait qu'il n'y a que les solides et les liquides qui sont visibles. Les gaz, eux, sont invisibles. En particulier, le gaz de la vapeur d'eau, il est complètement invisible. Donc, cette fumée blanche qu'on voit s'élever n'est pas du gaz. C'est du liquide. Ce sont de fines gouttelettes liquides en suspension dans l'air. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que la vapeur à 100 degrés dans la casserole devient tout d'un coup du liquide comme ça dès qu'elle en a envie ? Eh bien, réfléchissons. La vapeur qui est dans la casserole est à 100 degrés. Il suffit que j'ôte le couvercle, et cette vapeur à 100 degrés rentre en contact avec l'air ambiant qui, lui, n'est pas à une température de 100 degrés. Ainsi, la vapeur d'eau, lorsqu'elle s'échappe de la casserole, subit un refroidissement brutal. La vapeur va donc redevenir du liquide. On assiste ici à une liquéfaction. Bon, passons à une expérience un peu plus dangereuse cette fois-ci. Nous allons vous montrer devant vos yeux ébahis une fusion. Oui, une vraie. Par contre, cette fois-ci, ça nécessite quelques protections.
L'expérience est sans douleur depuis l'endroit où vous êtes, ne vous en faites pas. Je risque ma vie tout seul. Là, une goutte a coulé. Nous venons de faire une fusion. Et oui, l'état solide passe à l'état liquide. C'est dingue, non? Bon, c'est vrai qu'en ce qui concerne l'eau à l'état solide, la fusion n'est vraiment pas très impressionnante, simplement parce que la température de fusion a besoin de la température exceptionnelle de 0 degré. Mais par contre, avec de la roche, la température de fusion va être beaucoup plus importante. Cette roche basaltique, pour entrer un petit peu en fusion, va devoir atteindre la température de 1500 degrés. Pour l'or, l'argent et les autres métaux, la température de fusion sera certes moins importante, mais cela restera quand même extrêmement brûlant, d'où le fait que c'est impressionnant. Si vous voulez voir d'autres expériences avec des liquéfactions, mais beaucoup plus impressionnantes, genre avec des explosions, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Experiment Boy, c'est vraiment des trucs super. Ok, alors question pour qui veut gagner des millions. Comment s'appelle le changement d'état entre vapeur et liquide? Oui. Je sais, c'est la liquéfaction. Excellent, vous gagnez 500 points. Maintenant la question à 1000 €, c'est parti. Comment s'appelle le changement d'état entre liquide et solide? Liquide et solide, oui. Solidification? Oui, c'est la bonne réponse. Est-ce qu'on tente le 2000 €? Comment s'appelle le changement entre de solide vers liquide? Et oui, c'est l'inverse, pas facile. De solide vers liquide. Oui. Je sais pas. Est-ce que je peux appeler un ami? Non, c'est bon. La fusion. Oui, c'était la bonne réponse. Vous venez de gagner les 2000 €. Est-ce qu'on tente la question à 5000 €? Mais c'est maintenant ou jamais. Prochaine question, attention, c'est parti. Comment s'appelle le changement d'état de liquide à gaz? De liquide vers le gaz. Je l'ai sur le bout de la langue. De liquide vers le gaz. Vaporisation. Oui, c'est bon. Avec tout ce qu'on vient de découvrir, on se rend compte que la fumée blanche qu'il y avait dans le nuage, ça venait pas d'un volcan, c'était pas du soufre, c'était pas toxique, c'était simplement de la vapeur d'eau qui se liquéfiait, c'est-à-dire qui devenait visible, ça devenait liquide. Mais c'était de fines gouttelettes d'eau en suspension dans l'air, et vu qu'on reste à température normale, elles sont redevenues de la vapeur, elles disparaissent au fur et à mesure. Donc on a fait une liquéfaction brutale, puis une vaporisation lente. C'est le moment de la disparition. Maintenant, on va voir un exemple de liquéfaction, c'est-à-dire un liquide qui devient gaz, qui devient vapeur d'eau. Dans la vidéo que vous allez voir, il va y avoir un tableau qui va être complété au fur et à mesure de la vidéo. Votre devoir à faire pour cet après-midi, c'est de créer le graphique qui correspond à ce tableau. Oh monsieur, on va pas encore y arriver, c'est trop dur. Pas de panique, je vais maintenant vous donner le point méthodologique pour recréer un graphique à partir d'un tableau. Vous avez ici un tableau où on montre l'évolution de la température d'un glaçon en fonction du temps. Vous voyez que là, le glaçon est à moins 5 degrés. Ensuite, ici, on est au palier 0 degré où il est en train d'entrer en fusion pour devenir liquide. Et là, nous avons notre eau qui est complètement liquide. Elle est à 2 degrés au bout de 10 minutes. C'est un petit glaçon. Comment transformer ce tableau sous la forme d'un graphique? On veut montrer la température en fonction du temps. En fonction! En fonction, ça veut simplement dire que ce sera sur l'axe horizontal. Donc si on veut la température en fonction du temps, le temps sera sur l'axe horizontal. Nous allons maintenant graduer nos deux axes avec les chiffres que nous avons. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas pris tous les chiffres du tableau, j'ai simplement pris les valeurs les plus élevées. Tenez par exemple, la valeur la plus élevée du temps c'était 10 minutes. J'ai donc mis les 10 minutes comme valeur finale de mon axe horizontal. J'aurais pu mettre pour mon axe vertical le 2 degrés comme valeur finale. Là j'en ai 3, peu importe. En tout cas on sait que c'est ça, à peu près ça la valeur maximale qu'on atteindra. Une fois qu'on a complètement gradué nos deux axes, maintenant il va falloir les remplir à l'aide des chiffres qui sont dans le tableau. Et là ils vont vraiment être tous utiles. C'est parti. Nous venons de mettre les mesures de notre tableau dans le graphique. Comment avons-nous fait? On regarde sur l'axe horizontal le temps à 1 minute. Donc on prend le 1 du temps et on va monter en vertical jusqu'au moins 5. On monte jusqu'au moins 5, il est là, on fait une croix. Les pointillés ne sont pas obligés d'apparaître, ça montre juste à votre professeur que vous avez compris la méthode. Ensuite, chiffre suivant, c'était le 3. Donc on va prendre le 3, on monte jusqu'au 0, tac, 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 le 0 est là, on fait une croix. Tout se fait au crayon. La même chose pour 7 minutes, et pour 10 minutes, on monte jusqu'à 2 degrés. C'est pas fini, maintenant il va falloir relier les points par des traits.
Maintenant que nous avons mis les différents points sur notre graphique, nous obtenons une courbe et on se rend bien compte qu'il y a un palier de température à cet endroit-là. C'est à cet endroit que se produit le changement d'état. En l'occurrence, c'est une fusion. On passe de l'état solide à l'état liquide, ça se réchauffe. Mais ici, on n'est plus à l'état glaçon et là, il n'y avait pas d'état liquide. Ici, on est entre les deux. Il y avait du solide et du liquide. Là, que du liquide. Là, il y a du solide. Maintenant, c'est à vous de jouer. Maintenant, c'est à vous de me faire le graphique de la liquéfaction à partir de la vidéo que vous allez voir maintenant. J'attends ce graphique pour cet après-midi au crayon. Ce sera tout pour cette vidéo. Durant ce cours, on a observé comment la température contrôlait les changements d'état. La prochaine fois, on va s'intéresser à comment est-ce que la pression peut contrôler un changement d'état. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cours Alexandre Dumas pour tous pour...